C'est une des pièces où on a été torturés. De juillet 1989 à juillet 1992. Lors de ces 3 années de placement en famille d'accueil, nous avons été victimes de sévices, tortures et actes de barbarie, ma sœur et moi-même, ainsi que les autres enfants qui étaient placés avec nous. Nous avions toutes les deux 4 ans et 6 ans. Quand on arrive dans cette famille, au début, ça se passe plutôt bien. On est bien accueillis, on découvre une grande et belle maison. Au moment de notre arrivée, il y a déjà 2 petits-enfants qui sont présents. Un petit garçon, Selim, et sa sœur, sa petite sœur de 1 an, Sonia. On ne sait pas trop où on est, mais on y est, on accepte. Et puis, très rapidement, les choses vont se détériorer. Très vite, lors de notre arrivée chez notre famille d'accueil, on entend des cris, on entend des hurlements d'enfants, on entend un bébé se faire torturer. Et c'est là qu'on arrive et qu'on fait face à une scène extrêmement violente, puisqu'on tombe sur un petit bébé qui avait 11 mois à l'époque, en train d'être agressé. Notre famille d'accueil était en train de lui enfoncer un bâton dans les fesses. Donc on se retrouve toutes les deux face à cette scène. On essaie d'aider comme on peut. Je mets des coups de pied, je crache sur ma famille d'accueil pour qu'elle lâche le bébé. Il y avait des excréments de partout. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de cette découverte de cette scène atroce, elle commence à nous emmener dans la salle de bain. Donc elle m'emmène en premier, elle me traîne dans la salle de bain et elle commence le premier sévice sur nous. Donc une douche froide, une noyade dans la douche, dans la baignoire plus précisément. Et j'appelais ma petite sœur au secours et elle me dit « Tu veux ta sœur ?» Elle récupère ma petite sœur et elle noie ma sœur devant moi. C'était des minutes qui étaient interminables. Le matin, on se réveillait, on ne savait pas trop comment allait se dérouler la journée. C'était souvent au rythme des sévices. Moi, j'ai vraiment des souvenirs de tous les premiers sévices, de toutes mes premières fois, particulièrement l'entonnoir qui a été très traumatisant pour moi et qui l'est toujours à l'heure actuelle. C'était, pour vous raconter, un jour où j'ai vomi sur le mur de la cuisine. Ça l'a mis hors d'elle et le réflexe qu'elle a eu, c'était de chercher comment soulager sa colère. Et ça a été d'écraser la nourriture, de la mélanger avec du lait et de sortir un entonnoir et de me gaver avec. Sauf que quand elle avait un nouveau sévice en tête, après ça devenait un quotidien. C'était quelque chose qu'elle répétait sans cesse. Au début, les gavages à l'entonnoir, ça se passait dans la cuisine, sauf que je salissais beaucoup, vu que je vomissais, je régurgitais. Donc après, c'était dans les toilettes. Je pense que c'était une façon de m'humilier encore plus et puis d'éviter de trop salir la cuisine, certainement. Aujourd'hui, ça a des conséquences sur ma manière de m'alimenter au quotidien. Je ne peux pas manger comme tout le monde. J'ai une blessure au niveau de la gorge, certainement due à l'entonnoir. Tout ce que je mange doit être mixé puis passé au chinois. Il faut qu'il n'y ait aucun morceau pour que ça puisse passer dans ma gorge et que je puisse avoir le geste correctement. Ici, c'est ma sœur qui n'arrive pas à rentrer dans la cave. On a été chez les nouveaux propriétaires. Ils nous ont permis de rentrer. Donc là, c'était l'année dernière. J'étais complètement amaigrie. J'avais besoin de marcher un petit peu là où on était torturés pour essayer de surmonter mes démons du passé. On était fréquemment enfermés dans la cave. La cave, j'y ai passé personnellement des nuits entières. Des nuits entières à dormir dans une pièce qui ressemble à une grotte. Je venais à peine d'avoir 6 ans. Tu te retrouves enfermé à dormir dans une cave. Il fait froid, tu as le froid qui te brûle la peau et tu as un lit de camp qui t'attend comme guise de couchage. C'est ce qu'on a vécu pendant 3 ans. Cette cave, c'était un endroit atroce parce que tu as l'impression d'être morte en fait. Tu peux crier, il n'y a personne qui va venir te délivrer, t'attends et tu passes des nuits complètes. Cette cave, c'était un tombeau. On était enterrés vivantes quand on y était. C'était sous la terre. Parfois, on passait des soirées apéro, ce qu'ils appelaient les soirées apéro. On buvait de l'alcool. C'était pareil, c'était normal pour nous, des petites filles de 4 et 6 ans, de boire de l'alcool. C'était du Malibu avec un petit peu de jus de fruits, donc on ne se rendait pas vraiment compte. Sauf que après les soirées apéro, on ne se souvient pas trop de ce qui se passait. C'était un peu comme un trou noir. Lors de mes déclarations auprès de l'organisme de placement, de la psychologue, l'éducatrice, j'avais 6 ans.
J'ai parlé dès le départ, sauf qu'on m'a coupé. On m'a coupé dans mon signalement. Et le soir, quand je rentrais, c'était Lina, t'as parlé. T'as parlé. Et vous savez, quand vous le faites une fois, deux fois, et que finalement, quand tu rentres le soir, que tu sais que tu vas te refaire torturer, que tu vas dormir dans la cave, tu ne peux plus parler. Personne n'est venu voir si on allait bien. Personne n'est venu nous donner un petit peu d'amour, on se donnait de l'amour entre nous. Heureusement que le mercredi, on avait l'échappatoire de passer du temps avec notre mère. Ensuite, on a eu les week-ends. À aucun moment, on a parlé à notre mère parce qu'on profitait du moment présent et puis au-dessus de notre tête, on avait toujours la crainte. Monique nous menaçait tellement de faire du mal à notre mère, de nous faire du mal, qu'on revienne chez elle, que le deal, entre guillemets, c'était de se taire. En 92, à notre retour chez nos parents, les seules séquelles que j'ai gardées, c'est de la difficulté à manger la viande. Sinon, tout va bien, pour ma sœur aussi, on vit, on est heureuse, on profite, enfin. On a gardé le silence. On a gardé le silence jusqu'en 2002, jusqu'au moment où la gendarmerie est venue nous chercher. On apprend par la gendarmerie, suite à une convocation, que notre petit frère de placement Arnaud a été victime de choses. Il ne rentre pas dans les détails, mais il nous demande de leur dire ce qui s'est passé là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'on fait des révélations, chacune dans un bureau différent. C'était très compliqué. Un des gendarmes m'a dit que les sévices que nous avions subis, ma sœur et moi-même, ainsi que les autres enfants, sont des sévices dignes de Guantanamo. D'ailleurs, aujourd'hui, on est là pour en parler, mais je ne sais même pas comment on a réussi à s'en sortir. Et puis, au bout d'un moment, finalement, on apprend que ça a été classé sans suite. En 2019, quand on s'aperçoit que finalement, on n'a jamais été constitué partie civile, on prend un avocat, on porte plainte et on relance la machine. On repart à zéro, encore une fois. On a simplement une juge d'instruction qui, enfin, a pris en charge le dossier et on attend la suite. Malgré tout ce qu'on a vécu, on s'en est quand même sorti, on s'en sort. Alors tant bien que mal, mais j'ai une carrière professionnelle. Ma petite sœur, malheureusement, elle ne peut pas travailler. Je ne me nourris pas suffisamment. Je peux à tout moment ne pas assumer une journée de travail. Donc c'est très compliqué. D'autant plus que j'ai 3 enfants en bas âge et que je ne laisserai jamais mes enfants être gardés par qui que ce soit. Et donc voilà, aujourd'hui on ne lâchera pas, on continuera de se battre pour nous et pour les autres enfants pour que ça n'arrive plus. Aujourd'hui c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. On a une association et on continuera de se battre pour les autres.